Mesdames et messieurs les professeurs, chers amis, mesdames et messieurs qui êtes venus ce soir entendre notre conférence qui s'intitule « Regard croisé sur la guerre en Ukraine ». Je voudrais vous saluer tous qui êtes présents dans cet amphithéâtre René Raymond de l'Institut catholique de Paris et tous ceux aussi nombreux qui sont présents en ligne à distance. Nous ne les voyons pas, nous qui sommes dans la salle, mais nous formons donc une communauté nombreuse ce soir pour essayer de mieux comprendre les événements qui se déroulent actuellement dans l'Est de l'Europe, cette guerre qui a commencé depuis quelques semaines. Évidemment, ça ne peut que nous frapper et il est important, je crois aussi, que nous essayions de comprendre, que ce ne soit pas seulement évidemment les sentiments qui parlent, mais que ce soit aussi l'intelligence qui essaye de se mettre au service de la vérité, au service de la justice, essayer de comprendre les ressorts de ce conflit, de cette situation. Ce soir, nous aurons 4 intervenants. Bénédicte Chéron, qui est maître de conférence en histoire contemporaine. Cécile Dubernay, professeure extraordinaire en relations internationales. Emmanuel Linco, professeur en histoire de l'art et aussi sinologue. Et enfin, Michel Stavroux, de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, dont je salue tout particulièrement la présence. Il n'est pas professeur de la maison à proprement parler, mais quasiment, puisqu'il est professeur, il enseigne à l'Institut supérieur d'études écuméniques, et il fait donc à ce titre partie de notre maison, mais il est d'abord professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge. Évidemment, sa présence est tout à fait importante pour nous ce soir. Je remercie aussi tout particulièrement M. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de la rubrique Actualité internationale du journal La Croix. C'est lui qui va nous aider dans ce travail d'éclairage, puisqu'il a bien voulu animer et modérer notre table ronde. Et bien donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole et je nous souhaite donc une bonne soirée. C'est une soirée de réflexion, de partage. C'est aussi une soirée qui se veut de soutien à toutes les personnes qui sont victimes des événements très douloureux qui frappent notre continent. Et donc a été aussi proposé pour tous ceux qui le souhaitent de pouvoir s'associer à un geste de solidarité envers les victimes du conflit en Ukraine. Cela se fait par l'intermédiaire de l'œuvre d'Orient qui est mobilisée déjà depuis de longues dates en faveur des chrétiens d'Orient en Ukraine, mais là aussi tout particulièrement en raison des événements. Voilà, merci à tous de votre présence et bonne soirée, bon travail ensemble. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Et voilà, effectivement, rédacteur en chef à La Croix, et mon titre est très intéressé de pouvoir participer à ce débat, à ce regard croisé sur un sujet dont on sent bien à travers les courriers des lecteurs, à travers les réactions qu'on peut avoir sur notre site, combien il suscite de l'émotion et combien il mobilise au sein de l'opinion française. Il ne divise pas trop encore, mais peut-être qu'on y viendra dans le débat, peut-être que si ce conflit se poursuit, peut-être qu'il y aura aussi des clivages qui apparaîtront au sein de la société française. En tout cas, le 24 février, lorsque au petit matin, enfin au matin, quand je me suis réveillé et que j'ai entendu que la guerre avait commencé en Ukraine, j'ai été personnellement saisi d'une vraie colère, d'une colère contre Vladimir Poutine, vraiment de déclencher comme ça de façon brutale, sans évidemment que lui a des raisons, enfin il estime avoir de bonnes raisons, mais avec le regard qu'on peut avoir, la façon d'agresser comme ça un pays pacifique, un pays voisin, et de violer toutes les règles du droit international, de plonger l'Europe dans un conflit dont on pensait qu'on ne le verrait plus à cette échelle. Voilà, c'était vraiment un profond sentiment de colère. Et à La Croix, donc on a évidemment beaucoup travaillé pour envoyer des envoyés spéciaux, essayer de couvrir au mieux ce conflit. Et je pense que ce débat ce soir va permettre vraiment d'éclairer les enjeux qui sont en cours,
car comme il a été présenté, chacun des intervenants a un regard très, très spécifique qui permet d'analyser. En ce qui concerne Bénédicte Chéron, donc la communication, Bénédicte Chéron qui est spécialiste des questions de défense et spécialiste des enjeux de communication aussi, qui connaît bien le monde journalistique et voilà, qui va pouvoir nous éclairer sur la façon dont aussi bien la Russie, l'Ukraine communiquent et comment nous on reçoit ces messages. Michel Stavroux, donc, qui interviendra en deuxième position, voilà, spécialiste de l'Église byzantine et donc qui va pouvoir nous éclairer sur finalement ce conflit interne aussi à l'orthodoxie, aux différentes églises orthodoxes en Ukraine. Emmanuel Linco, qui interviendra en troisième position, spécialiste de la Chine, spécialiste des relations internationales, qui travaille aussi à l'IRIS, à l'Institut français des relations internationales. Et c'est particulièrement intéressant de voir comment cet acteur, finalement, qu'on ne voit pas trop, on voit évidemment les États-Unis qui interviennent à travers l'OTAN, on voit les Européens qui se mobilisent, et la Chine, eh bien, je laisse le soin à Emmanuel Linco de nous préciser comment elle se situe et éventuellement quel profit, malheureusement, elle espère tirer de ce conflit. Et enfin, la dernière intervenante, Cécile Dubernay, qui interviendra, qui est une spécialiste aussi des dynamiques de paix et qui nous entretiendra sur la façon dont nous-mêmes aussi, nous percevons ce conflit, nous le ressentons, et ce que nous pouvons faire finalement, même si nous sommes loin, qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà, donc chaque intervenant aura un temps de, je sais pas, une quinzaine de minutes. Ensuite, il y aura un débat entre nous et évidemment qu'il y aura un temps d'échange et de questions-réponses avec la salle et avec les internautes qui nous suivent et dont je vois un certain nombre de noms qui s'affichent, et notamment un bonjour du Québec et un bonsoir de Malaga et de Suisse. Donc voilà, c'est très international. Bonsoir à tous et à toutes. Bénédicte Chéron, peut-être si vous voulez commencer donc sur ces enjeux de communication dont nous sommes en quelque sorte la cible. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont organisé et pris du temps pour cette soirée et pour cette occasion de réfléchir ensemble. Je vais effectivement essayer de vous parler de la médiatisation de cette guerre, des images qu'on en voit, et c'est important de commencer par là parce que finalement pour nous qui sommes très loin, c'est la manière dont nous connaissons cette guerre, dont nous essayons de la comprendre. Et je pense que la première chose à faire pour sortir un peu aussi de cet état de stupéfaction dont parlait Jean-Frédéric Ploquin, c'est d'essayer de resituer ces images et cette médiatisation dans le temps long, non pas pour en relativiser la portée, mais pour en comprendre précisément les ressorts de fabrication, les ressorts de circulation, et puis les effets qu'elles produisent, les conséquences qu'elles ont sur des populations. Il faut avoir conscience d'abord qu'on a l'impression là d'être enseveli sous les images, de crouler sous des messages et des informations sur cette guerre. Alors, à des degrés divers, évidemment, on n'est pas obligé tous de rester scotchés devant nos écrans en permanence pour suivre, mais c'est vrai qu'il y a un flux qui est un peu incessant et une quantité d'informations et d'images à disposition qui est assez stupéfiant. Il faut remettre en perspective cette sensation en se disant que dans les situations de guerre contemporaines, c'est déjà le cas en 14-18, c'est le cas dans les autres guerres du XXe siècle. La guerre est une machine à produire des informations et de l'image. C'est une machine à taire des informations et des images, mais c'est aussi une machine à produire des informations et des images, parce que la guerre suscite de la curiosité, suscite un besoin d'information, la peur suscite un besoin d'information, l'inquiétude, parce que l'information revêt une dimension stratégique pour tous les protagonistes du conflit, y compris pour des populations qui en sont un peu loin, et finalement j'y reviendrai tout à l'heure, mais nous sommes aussi en fait à distance en quelque sorte des protagonistes du conflit, évidemment pas avec la même dimension tragique que celle que vivent les personnes qui sont sur ce terrain de guerre. Et en fait on a une sensation de prolifération d'images, mais qui est à l'échelle de notre habitude de consommation d'informations. En 14-18, bien sûr, il y a beaucoup moins d'images que nous n'en avons aujourd'hui, mais au regard de ce qu'était la société de l'information avant le début de la Première Guerre mondiale, il y a cette prolifération. Et c'est important de l'avoir en tête aussi
pour parvenir à s'extraire un peu de ce flux qui est un peu inévitable, en particulier dans les moments de développement, de déclenchement des conflits armés. On sait qu'après, il y a une forme de tarissement qui peut arriver, hélas, par la routine qui s'installe. Le deuxième élément important à avoir en tête, c'est que nous avons beaucoup d'informations et nous avons beaucoup d'images, mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous avons l'impression de savoir beaucoup de choses, d'avoir connaissance d'une somme innombrable d'informations, mais il y a également une somme innombrable d'informations à laquelle nous n'avons pas accès. Alors non pas parce qu'il faudrait verser dans une logique conspirationniste de mauvaise aloi, mais parce que la guerre, c'est par définition une multitude d'actions simultanées qui se déroulent à des niveaux extrêmement variés. De la plus petite portion de terrain dans un village de l'Est de l'Ukraine jusqu'au niveau diplomatico-stratégique qui s'est joué par exemple au château de Versailles, pas très loin d'ici, il y a quelques semaines. Et en fait, cette multitude d'actions simultanées fait que le récit de la guerre est toujours une opération compliquée. Il n'existe pas de récit exhaustif et multipartisan, si je puis dire, au sens de la multitude de points de vue de la guerre. Ça n'existe pas. En fait, le récit de la guerre adopte forcément un point de vue. Quelqu'un qui va essayer d'aller filmer la guerre va placer sa caméra à un endroit. Il ne pourra pas suivre tous les lieux de la guerre. Et même quand on démultiplie les dispositifs d'information, il y a une impossibilité de forger dans le présent, dans le temps même de la guerre, ce récit exhaustif. Et ça, il faut l'avoir en tête également parce que ça appelle à un peu d'humilité dans la manière dont nous interprétons, dont nous commentons cette somme d'informations que nous avons à disposition. Et il est vrai que nous sommes beaucoup appelés à commenter dans une époque qui est quand même particulièrement bavarde et propice aux commentaires, sans vouloir du tout critiquer ceux qui œuvrent dans les médias, mais à des rythmes différents selon les médias malgré tout, à susciter ces commentaires. Et c'est important également d'avoir en tête que si nous n'avons pas accès à toutes les informations, c'est parce que ce qui se déroule est aussi propice à une forme de secret. Si l'information est stratégique, elle est stratégique dans sa circulation, elle est stratégique aussi dans la manière dont des protagonistes, proches ou lointains de cette guerre, ne peuvent pas se permettre non plus de tout laisser circuler, de tout montrer, de tout laisser voir, avec des logiques qui sont extrêmement différentes. Il ne s'agit pas de tomber dans le relativisme, il y a des motivations qui sont radicalement différentes. Les motivations de la stratégie russe en matière d'information ne sont pas celles de la stratégie ukrainienne. Il y a bien d'un côté une difficulté, un besoin de légitimer un acte fondamentalement contraire au droit international qui est d'envahir un pays voisin, et de l'autre une nécessité de défense. Mais il y a malgré tout, chez tous les protagonistes du conflit, cette dimension stratégique. L'information fait partie des stratégies qui sont déployées en temps de guerre. Et là encore, ça n'est pas quelque chose de nouveau. On est simplement dans des époques où il y a une amplitude, une démultiplication des circulations qui rend le sujet sans doute encore plus aigu. Cette stratégie de communication, on peut s'y arrêter un instant et essayer de l'observer. On est bien face à deux protagonistes. Alors l'un qui est à l'initiative de cette guerre et qui est dans un déséquilibre fondamental de communication parce qu'il doit légitimer une action qui apparaît aux yeux de ceux qui assistent au déroulement de cette guerre comme une action absolument illégitime. Cette communication, cependant, elle existe. Et elle n'existe pas simplement dans des procédures de censure, dans des procédures de contrôle de la circulation de l'information. Elle existe aussi dans des formes plus subtiles sur lesquelles travaillent les chercheurs qui travaillent depuis longtemps déjà sur la communication russe, sur les stratégies médiatiques russes, et avant eux déjà sur les stratégies médiatiques et de propagande soviétique. Il y a bien une manière de fonctionner qui consiste bien sûr à contrôler l'information qui circule, mais aussi à faire circuler des informations qui sèment le doute. C'est quelque chose qui s'ancre de manière assez ancienne chez ce grand voisin russe de l'Est, qui consiste non pas forcément à délivrer des messages. Alors il y a bien sûr un grand récit qui se construit du côté russe, mais au-delà de ce grand récit, il y a aussi une stratégie qui consiste à semer le doute, à semer la confusion par des proliférations de messages. Des proliférations de messages qui peuvent apparaître absolument contradictoires les uns avec les autres, mais qui viennent aussi saturer cet espace informationnel, qui pour ceux qui travaillent sur les questions stratégiques est vraiment un espace propre de la guerre. Et puis on a face à ce protagoniste, un autre protagoniste que sont les Ukrainiens, avec, vous l'avez tous vu, et ça a déjà été beaucoup commenté, mais
une capacité à produire des images qui est absolument stupéfiante. Avec bien sûr une figure centrale dans ces images, qui est la figure de Zelensky, qui s'est mué de chef politique pour une part contesté en un chef de guerre relativement incontesté, avec une manière de se présenter, de se tenir, une manière de s'exprimer, dans une construction du discours extrêmement direct avec ceux avec qui il parle, et puis une multitude d'autres figures, et c'est important à avoir en tête, c'est qu'en fait nous avons tous en tête des images de visages ukrainiens, des images de combattants, des images de populations civiles, des images d'enfants, de femmes qui fuient, des images de députés qui interviennent dans les médias, d'élus, de maires qui ont pris les armes, des images de militaires professionnels, des images aussi de ces civils qui sont devenus des combattants par la force des choses. Et ces visages, évidemment, nous créent une grande proximité dans notre relation avec cette guerre et une grande proximité avec la population ukrainienne. Proximité qui, de fait, existe beaucoup moins dans ce que produisent les Russes, puisque si vous essayez de repasser ce que vous avez en tête, finalement, on voit assez peu de visages russes. On voit assez peu de visages de combattants russes. Ces visages sont pour la plupart masqués, cagoulés, casqués. Et les visages connus depuis maintenant ces 4 semaines et quelques, 5, on arrive aux 4 semaines et demie de guerre, eh bien, sont ceux de Vladimir Poutine et de quelques acolytes, ministre des Affaires étrangères, chef d'état-major des armées. Mais il y a un déséquilibre réel dans la manière dont nous pouvons percevoir ce que vivent les uns et les autres. Il y a aussi un point de vigilance qu'on peut essayer d'avoir, un point d'attention, pas de vigilance, mais d'attention sur ce sujet, qui est d'essayer d'observer aussi comment ces communications se déploient dans le temps long, de montrer que cette communication ukrainienne, elle a revêtu une force particulière aussi parce qu'elle est allée puiser, sans doute de manière très peu concertée et consciente, dans des schémas de représentation de l'héroïsme guerrier européen qui sont en fait très anciens, très archaïques pour une part, dans la manière de raconter ce combat du faible au fort. Alors de David contre Goliath, c'est évidemment la métaphore qui nous vient le plus facilement en tête, mais nous avons dans notre histoire une multitude de représentations de ces guerres et de ces combattants faibles face aux combattants forts, de ces combattants aussi qui s'inscrivent dans une histoire longue. Alors on sait que l'histoire de la nation ukrainienne, et d'autres ici seront plus spécialistes que moi, mais c'est une histoire perturbée, chaotique, mais il y a des ancrages très forts, et ce n'est pas anodin évidemment que certaines de ces représentations soient allées puiser dans un héritage confessionnel. On a vu ces figures, notamment de Sainte Marie-Madeleine, sainte patronne des Ukrainiens, si je ne m'abuse, mais je demanderai confirmation aux spécialistes, tenant dans ses bras un lance-missile Javelin, qui est une des armes fournies par les Américains depuis quelques années déjà à l'Ukraine, avec donc un ancrage en fait historique, un ancrage civilisationnel qui mérite attention. Donc il y a ces stratégies qui sont à l'œuvre, qui produisent évidemment des conséquences, qui viennent nous toucher aussi, nous, de plein fouet, dans les images, dans notre mémoire, dans la mémoire que nous avons de nos guerres du passé. Il y a aussi des moments où on voit qu'il peut y avoir des effets de saturation dans ces stratégies de communication. C'est une interrogation, non pas une certitude, parce qu'on est vraiment dans le temps très très chaud des événements. Est-ce qu'il n'y a pas une relative saturation aussi de ces images ukrainiennes maintenant? Zelensky s'est beaucoup exprimé devant un certain nombre d'enceintes internationales, avec une répétition de discours qui sont très ciblés, avec des références historiques choisies pour chaque pays auquel il s'adressait. Donc pour nous, si ma mémoire est bonne, Verdun, et un autre fait marquant, mais j'avoue qu'il m'échappe, pour les Américains, Pearl Harbor et le 11 septembre. Donc il y a voilà, cette question aussi d'une forme de saturation dans ce très grand professionnalisme qui n'enlève rien, évidemment, à la légitimité de l'action menée dans cette stratégie de communication ukrainienne. Je surveille mon temps, ça va, il me reste quelques minutes. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est comment nous nous situons face à ces stratégies et face à cet afflux d'images. On est évidemment dans une situation qui est malgré tout nouvelle, dans un contexte médiatique et de circulation médiatique qui a sa part de nouveauté. Il faut d'abord, je crois, avoir conscience que nos modes de consommation médiatique, mais vous le savez, sont en fait très individualisés, très éclatés. Alors c'est pour une part très générationnel. Il y a des générations où il y a encore une forme de partage de la consommation de l'information autour de titres de journaux, autour de grands rendez-vous quotidiens, à la radio, à la télévision. Mais ces modes de consommation partagés s'estompent. Et je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que nous dessinons des
représentations de cette guerre qui sont sans doute beaucoup plus éclatées et individualisées que ce n'était le cas par le passé. Sans aller très loin en arrière, si on regarde ce qui s'est produit par exemple au moment de la guerre du Golfe, au début des années 1990, où les contemporains, dont nous sommes quelques-uns, j'étais quand même assez jeune, mais d'autres ici se souviennent sûrement mieux que moi, ont eu l'impression de la même manière d'être ensevelis, d'être abreuvés d'informations et d'images, parce que pour la première fois, les chaînes de télévision ont mis en place des dispositifs d'information en continu, avec la présence de commentateurs en permanence sur des plateaux de télévision. Il y avait cette abondance d'informations, mais qui se produisait encore par des canaux assez réduits. Alors, beaucoup de titres de presse écrite, beaucoup de radio, effectivement, mais il y avait sur le plan de l'image cette centralité télévisuelle qui permettait d'essayer de saisir comment des opinions publiques pouvaient comprendre et se positionner par rapport à une guerre. On est là dans un contexte qui est vraiment très nouveau et qui est aussi un contexte d'une société qui est pour une large part une société de défiance, de fracturation aussi du lien social, et du coup avec une difficulté aussi à tisser ce lien commun autour d'une information commune sur la guerre, ce qui évidemment pèse dans la manière dont des opinions publiques réagissent face à un conflit. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'il y a vraiment un décalage très fort, et je pense qu'on en a tous conscience, mais c'est toujours nécessaire de le rappeler, entre le temps médiatique et le temps de la guerre, et entre le temps médiatique et le temps de ce type de guerre. Les dernières guerres dont nous avons mémoire, qui se sont déroulées, dans lesquelles nos armées ont été impliquées ou dans lesquelles nous avons participé à des coalitions, sont des guerres qui ont été finalement assez rapides. La guerre du Golfe dont je parlais il y a quelques instants, et en fait pour sa phase la plus déterminante a en fait été une guerre extrêmement rapide. Les opérations dont nous avons connaissance, qu'on appelle opérations extérieures pour la France depuis quelques décennies, sont des opérations qui s'enlisent, mais dont la phase initiale est souvent une phase de déploiement rapide avec des résultats rapides. Je ne parle pas de la phase d'enlisement qui suit. Ça a été le cas en tout cas au Mali, qui a été la plus récemment médiatisée pour les Français. On est là face à un temps de la guerre qui est un temps long, qui est un temps lent, très très lent. Et on voit bien qu'il y a une tentation du commentaire immédiat qui nous trompe aussi beaucoup, face auquel il faut avoir de la prudence. On échangeait sur le sujet tout à l'heure, mais j'ai été frappée, moi, avant-hier, sur la question de la reprise d'Irbin, qui est une ville qui se trouve à côté de Kiev, une commune à côté de Kiev, où il y a eu un emballement très rapide parce que Irbin avait été repris par l'armée ukrainienne. Évidemment, Irbin a été repris, effectivement, ça a été confirmé quelques heures plus tard par l'armée ukrainienne, mais on est sur un champ de bataille extrêmement vaste, où la reprise d'une commune ne dit pas ce qui se passe à côté ou à 100 km ou ce qui va se passer demain, après-demain et dans les semaines qui viennent. Le deuxième exemple qu'on avait en tête, c'est l'emballement aussi sur les discussions diplomatiques en cours, les négociations en cours depuis hier, avec hier soir un ton très positif, avec l'idée qu'il se passait des choses, et en se réveillant ce matin, en branchant nos radios, on s'est rendu compte qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Ce temps de la négociation, ce temps de la diplomatie, ce temps de la guerre, ce temps des armes est un temps long, et il faut vraiment le prendre en compte pour prendre du recul en permanence. Et puis dernière chose, c'est vraiment la dernière cette fois-ci, on s'est beaucoup interrogé depuis quelques années sur nous Français et sur notre rapport à la violence, au risque, aux chocs brutaux que nous n'avions pas anticipés, en agglomérant sans doute dans notre débat public des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais il y a eu effectivement les attentats en 2015, cette crise sanitaire que nous avons traversée, et puis cette guerre qui surgit. Il y a aussi sans doute quelque chose à réfléchir dans notre propre rapport à la guerre, à la perturbation de nos équilibres habituels et à la manière dont nous regardons effectivement avec une forme aussi de fascination ces Ukrainiens qui se battent sans que nous l'ayons vraiment anticipé, sans que ça ait été vraiment anticipé, et la manière dont nous sommes sans doute aussi très interrogés en fait dans ce qui fonde notre lien social et ce pourquoi nous serions prêts, alors à nous battre, le mot est sans doute un peu grand, mais la manière dont dans l'adversité nous construisons ce lien social qui pour une part est en train de se construire en Ukraine. Voilà, je laisse la parole au... Merci beaucoup Bénédicte Chéron. Vous nous avez introduit donc à la dimension du conflit, à la fois celui qui se déroule sur place et la façon dont nous le recevons ici. Avec vous, Michel Stavrou, donc, on plonge sur la scène ukrainienne. Les enjeux politiques sont évidemment cruciaux, mais on a pu voir combien les enjeux religieux jouent un rôle aussi
que ce soit les discours venant de Moscou, du patriarche Cyril à Moscou, et aussi les autres acteurs des églises orthodoxes en Ukraine. Alors voilà, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont ce conflit impacte finalement le monde orthodoxe en Ukraine et au-delà? Voilà, merci. Avant de se plonger sur la scène ukrainienne, je voudrais remercier les organisateurs de cette soirée face à ce conflit fratricide entre orthodoxes qui, pour un certain nombre d'entre nous, évidemment, est une catastrophe à plusieurs titres, qui peut rappeler des événements sinistres que l'Occident a totalement oubliés, c'est-à-dire les guerres balkaniques, qui étaient aussi des guerres entre peuples orthodoxes, 1912-1913. D'autres conflits, donc terribles. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler que l'Institut Saint-Serge, dont je suis le doyen, a été fondé en 1925 par d'autres réfugiés, des réfugiés qui venaient déjà d'Ukraine et aussi de Russie. C'était un seul pays, l'Empire russe, donc à la suite de la révolution bolchevique et de la guerre civile, et qu'à Paris, une élite de philosophes et de théologiens a fondé ce petit institut de théologie orthodoxe qui a bénéficié finalement de tout le renouveau théologique du XIXe siècle en Russie, un renouveau qui avait abouti à un grand concile de Moscou en 1917-18, qui avait rétabli contre la volonté du tsar Nicolas II le patriarcat de Moscou, autrement dit l'indépendance de l'Église par rapport à l'État impérial qui avait été supprimé 2 siècles auparavant par Pierre le Grand. Et donc, en arrivant ici, en terre occidentale, ayant tout perdu, ces intellectuels chrétiens, orthodoxes, ont compris 2 choses. Tout d'abord que l'ère constantinienne du christianisme comme religion officielle d'empire venait de se dissoudre après 16 siècles. Deuxièmement, que l'Église, pour eux, ce n'était pas d'abord l'autorité, c'était d'abord la liberté qui se reçoit du peuple de Dieu, recevant la vérité de l'Évangile. Et donc cet approfondissement ecclésiologique s'est fait à Paris, en dialogue avec le monde et les autres églises. Je rappelle simplement en passant que le Conseil œcuménique des églises a été fondé en 1948 avec plusieurs personnalités de l'Institut Saint-Serge, et que d'autre part, la seule figure non catholique citée dans les actes du Concile Vatican II est un professeur de l'Institut Saint-Serge, le père Nicolas Afanassiev, connu pour son ecclésiologie eucharistique. Voilà, je parle ce soir en mon nom propre et non comme doyen de l'Institut, je le précise. Et donc, lorsque ce 24 février, nous avons été saisis par cette nouvelle stupéfiante de l'opération spéciale lancée par M. Poutine contre l'État ukrainien, eh bien, nous avons eu des réactions diverses, mais en tout cas, toutes se résumaient par une extraordinaire émotion et une fureur intérieure. Ce que nous avons aussi remarqué très rapidement, c'est que, comme cela a été rappelé, le patriarche Cyril, non seulement n'est pas resté réservé, mais s'est montré tout à fait, je dirais, dans la même optique que le président Poutine face donc à son offensive. Et donc le premier point de mon intervention, c'est de souligner cette sainte alliance entre le patriarcat de Moscou comme institution et le pouvoir de l'État russe. Je distingue bien le patriarcat de Moscou et l'Église de Russie. L'Église de Russie, c'est un ensemble de clercs et de fidèles. Le patriarcat de Moscou, c'est l'institution qui le régit, l'organise, et c'est un petit peu différent. Donc il est clair que le Kremlin et le patriarcat de Moscou développent depuis longtemps le concept du monde russe, Russki Mir, qui correspond à la civilisation russe dominée par Moscou, de l'espace socio-culturel et supranational, qui englobe en gros l'ancienne URSS, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, et qui s'étend même au territoire de l'Eurasie. Et cette idéologie s'appuie sur 3 principaux piliers: l'orthodoxie, la culture russe
et une certaine mémoire historique. Et c'est là que j'interviens, non pas en tant qu'analyste politique, mais en tant que connaisseur de l'orthodoxie, parce que moi, à titre personnel, je me sens interpellé que ma foi chrétienne soit récupérée, instrumentalisée au service d'un projet politique qui finalement s'avère criminel. Vladimir Poutine et le patriarche Cyril évoquent systématiquement le Rousski Mir dans tous leurs discours officiels. Et il y a même une fondation qui a été créée par le président en 2007. Je rappellerai qu'en novembre 2009, lors d'une assemblée générale de cette fondation, en présence de Vladimir Poutine et de Dmitri Medvedev, le patriarche a fait une déclaration fameuse. Il a dit « Le cœur du monde russe, c'est aujourd'hui la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Ça, c'est la Sainte Russie. » Et il a dit un peu plus tard, en 2019, c'est plus récent, « L'Ukraine n'est pas à la périphérie de notre Église. Nous appelons Kiev la mère de toutes les villes russes. Kiev est notre Jérusalem. » C'est extrêmement fort. Le patriarcat russe joue donc un rôle majeur dans la propagande de l'idée nationale. Et donc il nous faut analyser dans quelle mesure cela correspond ou pas à une réalité historique, et en particulier une réalité ecclésiale. Donc je passe à ma principale partie, quelques éléments historiques et ecclésiologiques sur l'histoire de l'Église russe et ukrainienne. Eh bien, il faut brasser 1000 ans d'histoire des églises orthodoxes d'Ukraine, parce que ces 1000 ans font l'objet d'une récupération politique et nationale par les dirigeants russes, mais également ukrainiens. Alors il faut rappeler que c'est l'Église byzantine qui a évangélisé progressivement les Slaves du Nord, et cela à partir du IXe siècle. L'Église byzantine, donc, qui avait son siège au patriarcat de Constantinople, qui est la haute autorité, le patriarcat écuménique, aujourd'hui à Istanbul, qui est la haute autorité, je dirais, spirituelle, dans l'espace de la communion orthodoxe, qui est une communion, je le rappelle, de 14 églises autocéphales. Autocéphales, ça veut dire organisées de manière chacune indépendante et partageant la même foi, les mêmes sacrements, la même tradition liturgique byzantine. Donc c'est par le baptême du prince Vladimir Ier à la fin du Xe siècle, précisément en 988, que les choses, je dirais, se réalisent vraiment. Il est baptisé avec son peuple et Kiev devient le lieu de naissance de la civilisation slave orthodoxe du Nord. En 991, il y a un siège métropolitain de Kiev qui est créé. Ça veut dire que l'évêque métropolite, le responsable de toutes les paroisses et de tous les diocèses du grand État de la Rousse, comme il s'appelle, est nommé par Constantinople, est nommé par le patriarcat écuménique de Constantinople. Et cet État rayonne au début du XIe siècle avec le prince Yaroslav le Sage, qui fait notamment construire la fameuse basilique Sainte-Sophie à Kiev. Donc cet État s'appelle la Rousse, et les habitants, donc comment faut-il les appeler? Ça, c'est une question. On ne va pas les appeler ukrainiens, ça n'existe pas. Mais si on les appelle russes, il ne faut pas entendre non plus l'État russe qui va jusqu'à Vladivostok ou même à Moscou. C'est un grand État, on pense d'ailleurs que c'est le plus grand État d'Europe, hein, on considère, au XIe siècle. Et c'est un État qui va au-delà de Moscou, vers le nord, et qui descend jusqu'à la Crimée actuelle, hein, jusqu'à Chersonèse, autrement dit Sébastopol. Et donc, le primat de cette église de la Rousse sera toujours nommé par Constantinople pendant plus de 4 siècles. D'ailleurs, tantôt un grec, tantôt un russe pour alterner. Et l'église russe va se consolider. Je l'appelle russe parce qu'il s'appelle Ros dans les chroniques byzantines. C'est un terme scandinave, semble-t-il. Et donc, cette église russe va se consolider au cours des siècles et elle marque de plus en plus son indépendance. Et c'est l'arrivée des Mongols en Europe vers 1230 qui va entraîner une épreuve de 2 siècles d'asservissement pour les Russes du Nord et en même temps créer une première barrière importante avec les Russes du Sud,
c'est-à-dire les Russes de Kiev. Et dans les chroniques byzantines va se développer la distinction entre ce qu'on appelle la Petite Russie, qui est la Russie de Kiev, autrement dit à peu près le centre et l'est de l'Ukraine actuelle, et la Russie du Nord, c'est-à-dire les grandes étendues vers le nord, au-delà de Moscou, Vladimir, Novgorod, etc. Après le sac de Kiev par les Mongols en 1240, l'évêque métropolite de Kiev va s'établir loin, à 1000 km au nord, justement à Vladimir, où il s'installe au XIVe siècle. Et puis, un peu plus tard, donc à Moscou, à 200 km plus à l'ouest. C'est la résidence des grands princes. À cette époque-là, et jusqu'en 1448, il va y avoir une unité encore de la métropole russe. Mais à partir de 1448, le grand prince de Moscou va s'affranchir de la tutelle byzantine, se rendre indépendant, et par la suite vont être nommés de nouveaux métropolites de Kiev qui, eux, seront rattachés à Constantinople, l'Église russe prenant sa propre indépendance. Donc je précise que un peu plus tard, en 1589, le métropolite de Moscou, Job, va devenir patriarche de Russie avec la bénédiction du patriarche de Constantinople, Jérémie II, venu sur place. Et donc c'est une nouvelle église autocéphale reconnue comme telle par l'église mère qu'il avait fondée, l'église de Constantinople. C'est important. Les territoires qui correspondent à l'Ukraine et à la Biélorussie actuelle, qui faisaient partie donc de l'ancien diocèse de Kiev, demeuraient quant à eux sous la juridiction du patriarche de Constantinople et faisaient partie non pas de cet État russe moscovite, il faut bien le préciser, mais du Grand-Duché de Lituanie et ensuite, à partir du XVIe siècle, du royaume de Pologne-Lituanie, le grand royaume de Pologne. Ces territoires qui étaient éloignés de la Moscovie dépendaient de Constantinople et les orthodoxes y étaient appelés Rutènes. Leurs évêques se sentaient marginalisés dans la grande Pologne-Lituanie parce qu'ils n'avaient pas le droit de siéger à l'Assemblée de la Diète et ils se sentaient plus proches de l'Occident que de Constantinople qui était occupée par les Ottomans depuis 1453. D'où en 1596, la décision de l'union dite de Brest-Litovsk, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui en Biélorussie, un synode des évêques rutènes orthodoxes déclare se rattacher à l'Église de Rome tout en gardant ses usages et coutumes liturgiques orientales. C'est le début de l'Église dite gréco-catholique d'Ukraine, que vous connaissez sans doute. Alors en fait, il y aura un contre-synode de la part des deux évêques qui ont refusé cette union et des fraternités orthodoxes. Donc après, il y aura des luttes incessantes à l'intérieur de ce royaume de Pologne-Lituanie entre orthodoxes et ceux qu'on appelle uniates. Donc une union qui augmente la division, d'autre part. Et puis, un peu plus tard, le métropolite orthodoxe Pierre Mogila, je dirais, réforme son église orthodoxe à Kiev, en la latinisant sur le modèle des collèges jésuites. C'est important parce que se creuse un écart culturel avec le monde de l'orthodoxie russe proprement dite, c'est-à-dire à Moscou. Et puis le XVIIe siècle voit des mouvements contradictoires se développer sur le territoire ukrainien actuel. D'une part, un État cosaque s'y développe, animé par un esprit de résistance orthodoxe à la fois face aux Ottomans à l'est et aux Polonais à l'ouest. Vous savez que les Polonais ont failli prendre Moscou au temps des troubles. Cet État, et finalement cet État cosaque et chancelant, va se disloquer en deux parties, l'une dans l'orbite de la Pologne, l'autre dans l'orbite de la Russie. Et il y a une grande date très importante, c'est la date de 1686. Parce que le patriarche de Constantinople sent qu'il ne peut plus gérer les choses depuis Constantinople, et il envoie au patriarche de Moscou, après négociation, une charte qui confie à sa tutelle la métropole de Kiev, de la Petite Russie. Ça veut dire qu'à partir de là, alors pour Constantinople, c'est simplement une délégation pour un certain temps qui va durer des siècles, délégation des droits de gestion du diocèse de Kiev, et notamment de la consécration des métropolites de Kiev.
Et pour les Russes, en fait, c'est une extension des territoires du patriarcat de Moscou. Et le patriarche de Moscou va d'ailleurs modifier sa titulature. Il sera désormais patriarche de toute la grande et la petite et la blanche Russie. Vous voyez? Donc il n'y a pas qu'une Russie, il y en a 3 dans cette vision des choses. Et on est à la fin du XVIIe siècle. Un siècle plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, c'est tout le territoire ukrainien qui va être englobé finalement dans la Russie. À l'époque de la Grande Catherine, il va y avoir la conquête du sud de l'Ukraine actuelle, c'est-à-dire de la Crimée sur les Tatars, et c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Russie, encore une Russie qui apparaît. Ça en fait beaucoup. Mais voilà pourquoi le patriarche a ce titre de patriarche de toutes les Russies. Donc ensuite, nous avons le XIXe siècle avec le mouvement des nationalités qui se développe, et notamment le sentiment national ukrainien, aussi bien dans le territoire de l'Empire russe que dans le territoire de l'Empire austro-hongrois où se trouve englobée la partie occidentale de l'Ukraine, la Galicie orientale avec Lviv comme capitale. Et arrive ensuite la fin de la Première Guerre mondiale. Donc une première république d'Ukraine voit un peu le jour de 1917 à 21, mais sera vite anéantie et l'Ukraine entre dans le giron de l'URSS. Je passe rapidement sur la famine horrible organisée par Staline dans les années 30, qui fera au moins 6 millions de victimes et qui laissera un souvenir sinistre de la gestion de l'Ukraine par Moscou. Je passe sur la période soviétique. Et lorsqu'en 1991, l'URSS est disloquée en différents États et que l'Ukraine réapparaît, la seule institution qui se maintient au-dessus de tous ces États, c'est quoi? C'est le patriarcat de Moscou. C'est le patriarcat de Moscou avec sa vision pan-russe. Le problème, c'est que cette vision, elle est réduite à un seul État, une seule capitale, celle de Moscou. Il ne connaît pas d'autres États. Et donc, nous avons à cette époque 3 églises orthodoxes qui s'établissent. L'église orthodoxe ukrainienne traditionnelle qui est rattachée au patriarcat de Moscou, c'est l'église légitime, celle avec laquelle sont en communion toutes les églises orthodoxes de par le monde. Et puis, nous avons une église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Kiev, qui est fondée en 1991 par quelques prélats qui veulent l'autocéphalie, autrement dit une église proprement ukrainienne, mais qui l'impose avec l'aide de certains hommes politiques anciens communistes. Et finalement, cette église n'est jamais reconnue, ne sera jamais reconnue par aucune église orthodoxe. Et c'est dans ce contexte que finalement, après la révolution d'Euromaïdan donc en 2014, et puis l'annexion de la Crimée, le renforcement d'un sentiment européen et national de l'Ukraine, qu'il va y avoir des négociations entamées par le président ukrainien Porochenko auprès de l'autorité morale du patriarcat de Constantinople pour aider à instaurer de manière légitime une église autocéphale ukrainienne. C'est ce qui est fait le 15 décembre 2018. Donc, il y a un synode qui est réuni à Sainte-Sophie de Kiev et qui propose la constitution d'une nouvelle église autocéphale qui serait reconnue par Constantinople et qui va l'être le 6 janvier 2019. Le département d'État du gouvernement américain ne manque pas d'ailleurs de donner son approbation, je le dis en passant. Intéressant. Et dans son discours, à l'issue du concile du 15 décembre 2018, l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko loue la reconnaissance d'une nouvelle église, dit-il, sans Poutine et sans prière pour l'armée russe, qui marque, dit-il, la véritable indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de Moscou. Donc là, on sent qu'il y a effectivement un travail qui a été fait, mais un travail quand même très politique, vous l'avouerez, vu le commentaire du président de l'époque. Et d'autre part, il y a un réel problème dans la communion orthodoxe, c'est que le patriarche de Constantinople n'a pas demandé son avis au primat des autres églises. Donc la nouvelle église orthodoxe autocéphale, reconnue par Constantinople,
aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, hein, d'après les statistiques, d'abord il faut dire que sur les 44 millions d'habitants d'Ukraine, à peu près 67 à 70% sont orthodoxes. Donc parmi ces 70%, environ 40% de ces fidèles orthodoxes sont dans cette nouvelle église qui utilise l'ukrainien dans les célébrations religieuses, contrairement aux Slavons pour l'église russe. Elle compte une quarantaine de diocèses et en fait, elle n'a réussi à rallier que 2 des 90 évêques de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Et surtout, cette autocéphalie n'est reconnue que par 4 des 14 églises orthodoxes autocéphales. C'est donc loin d'être une réussite jusqu'à présent. Donc on a une scène divisée à l'intérieur de l'Ukraine. On a une scène divisée, mais le paradoxe, c'est que le lancement de l'offensive du 24 février, finalement, réunit paradoxalement toutes ces églises pour condamner sans la moindre réserve cette invasion. Et d'abord, il y a des communiqués conjoints, et il y a un communiqué en particulier du métropolite Onufre, qui dirige l'église autonome dépendant du patriarcat de Moscou, et qui supplie son autorité, le patriarche de Moscou, d'intercéder auprès du président Poutine pour retirer ses troupes, parce que c'est un vrai scandale et c'est un crime contre l'Ukraine. Donc voilà le paradoxe, c'est que ces églises qui étaient divisées, maintenant, ont tendance à faire un mouvement vers l'unification. C'est un paradoxe d'ailleurs. Merci Michel Stavrou parce que vous nous avez donné la profondeur historique. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Non, je vous en prie, c'était vraiment très très intéressant. Je rebondis juste sur votre dernière remarque, Vladimir Poutine par sa guerre qui finalement contribue à unifier les orthodoxes ukrainiens et on a constaté que par ailleurs il aura réunifié l'OTAN, il aura réunifié les Européens. Donc c'est très très paradoxal. Combien cette guerre où il espérait en fait rafler la mise se retourne contre lui. Emmanuel Linco, avec vous, on se tourne vers un autre acteur fondamental de la scène internationale et qui est, alors vous allez nous dire, qu'on sent un petit peu embarrassé parce que c'est un allié de la Russie de Vladimir Poutine et en même temps c'est quand même un État qui entend finalement être respectable au regard du droit international. Et voilà, donc comment est-ce que gérer cette contradiction? Je vous cède la parole. Merci beaucoup et merci d'avoir organisé cet événement qui honore notre institut. Je répondrai graduellement justement à votre interrogation en rappelant quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental parce que cette crise, cette guerre contre l'Ukraine menée par la Russie semble avoir pris de court un très grand nombre d'entre nous, mais en définitive, sans vouloir jouer les prophètes de malheur, les régimes russes et chinois sont identiques à tout point de vue. Ce sont des régimes issus de structures communistes et claniques, léniniste de surcroît, c'est-à-dire avec un culte véritablement pour l'opacité, pour le secret. Et ces dictatures, encore une fois, sont issues exactement de la même matrice, de la matrice soviétique stalinienne. Et les postures à la fois de Vladimir Poutine, ancien agent du KGB, et Xi Jinping sont des postures de communistes. Donc, il ne s'agit pas d'être communiste primaire, hein, anti-communiste primaire plus exactement, mais de rappeler que sur le temps long, depuis 1917 et 1949, depuis l'instauration du régime communiste chinois, la Chine a tout simplement repris tout et empire des expériences soviétiques. C'est la récidive permanente. Voilà. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de l'un de nos collègues sinologues, Lucien Bianco, et à ceci s'ajoute quelque chose de nouveau relativement depuis ces dernières années, c'est évidemment la velléité d'un retour à l'empire. Et un empire, on le sait, à la différence d'un État-nation, n'a pas de frontières.
un empire, c'est une sorte de pneuma qui respire, qui inspire, qui expire. Et les frontières, si elles existent, sont des limes, ce qui est différent en latin. Ce sont des limites, mais des limites qui se déplacent au gré des circonstances. Bon. Et donc, Xi Jinping, comme Poutine, comme Erdogan, sont les incarnations même de cette velléité d'un retour à l'Empire. C'est ça qui est évidemment fondamental. Donc, en définitive, le régime communiste a certes, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, a sans doute été un phénomène de rupture, mais en même temps, il y a une continuité tout à fait remarquable, précisément, par rapport à ces velléités de retour à des configurations impériales. Et d'ailleurs, plus fondamentalement, je pense que ces empires ne se sont pas totalement effondrés encore à ce jour. Vous voyez par exemple la Turquie d'Erdogan. Erdogan rêve aussi de la reconstitution d'un empire. Il intervient en Syrie, il intervient en Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, il intervient en Libye. C'est ni plus ni moins la configuration de l'Empire ottoman. Bon, et on pourrait multiplier les exemples. Bon. Alors, il est vrai, comme vous le soulignez à l'instant, que la Chine, a priori, est embarrassée. Parce qu'en 2008, déjà au moment de l'agression russe contre la Géorgie, celle-ci avait pris ses distances par rapport à Moscou en refusant de reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie. Bon. Et en ménageant par là même ses interlocuteurs du Caucase. Bon. Donc il y a là un précédent tout à fait intéressant qui est lié au fait que la Chine, d'une manière générale, a toujours tenu à respecter et à faire respecter le principe de la souveraineté des États et de la non-ingérence d'autrui dans les affaires d'État. Alors on pourra toujours me dire, mais Taïwan, eh bien justement, cette affaire ukrainienne est assez intéressante parce que la Chine, et c'est l'une des toutes premières réactions officielles de la Chine, a fait état du fait que Taïwan n'était pas un État souverain. Donc la situation n'est pas à ses yeux comparable. Bon. Ce qui, d'un point de vue du droit international, est tout à fait juste. Bon. Mais en même temps, point de suspension, et nous allons revenir justement sur ce détail. Bon. L'autre aspect des choses, parce que ça fait 5 semaines seulement que cette guerre a été déclarée, on a déjà beaucoup spéculé pour savoir si Xi Jinping avait été mis devant le fait accompli par Vladimir Poutine. À mon avis, non. Pourquoi ? Parce que les deux hommes se sont rencontrés quelques jours même avant cette intervention russe en Ukraine lors des Jeux Olympiques de Pékin. Et vous avez rappelé la relation de proximité entre Moscou et Pékin. Alors je nuancerai quelque peu, ce ne sont pas des alliés, ce sont des partenaires stratégiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'une alliance, on le sait, c'est l'OTAN, par exemple. Hein. Donc Biden l'a rappelé encore une fois, hein, là, pour le coup, c'est la ligne rouge. D'une manière générale, il serait prudent d'ailleurs de ne pas fixer des lignes rouges quand on sait que l'administration américaine ne l'a pas toujours respecté. Je pense évidemment à Barack Obama dans l'affaire syrienne. Bon. Mais l'article 5, comme on le sait, de l'OTAN, c'est si la Lituanie ou la Pologne sont attaqués, tous les États alliés de l'OTAN se doivent de riposter. C'est ça une alliance. Or, il n'y a pas à proprement parler encore à ce jour d'alliance entre la Russie et la Chine précisément. Bon, donc en tout cas, pour conclure déjà sur ce premier point, je pense que la surprise de Xi Jinping est des feintes. En revanche, je pense que les Chinois ont été en effet surpris réellement par, la qualité du renseignement américain concernant les agissements et les manœuvres de la Russie à la hauteur de la Biélorussie précisément. Donc je pense que les Chinois réfléchissent depuis sur cette capacité américaine à scruter justement les manœuvres de l'ennemi, eu égard précisément à Taïwan, bien sûr. Je pense que les Chinois ont été surpris aussi du sursaut européen, on en parlait à l'instant,
Or, ne jamais oublier que l'Union européenne est le premier partenaire économique de la Chine. Bon. Et cette affaire ukrainienne, évidemment, et j'y reviendrai si nous en avons un peu le temps, est embarrassante parce qu'elle rend totalement caduque le projet des nouvelles routes de la soie et le projet ferroviaire des nouvelles routes de la soie. L'Ukraine, on n'y passe plus. Bon. Et donc, l'entrave par rapport à l'Union européenne est un réel problème, un réel danger même pour l'économie chinoise. Et puis, là où les Chinois ne s'attendaient sans doute pas aux réactions occidentales, c'est par rapport aux sanctions. Et ces sanctions peuvent impacter aussi à terme l'économie chinoise. C'est-à-dire que Biden, de ce point de vue-là, a été aussi très clair. Si la Chine soutient la Russie, elle sera victime de sanctions aussi. Et enfin, là où les Chinois ont été très certainement pris de court, c'est dans leur incapacité à mesurer l'état de résistance même des Ukrainiens. Et c'est l'ironie même de l'histoire, parce que les Ukrainiens mettent en application des principes que les Chinois ont sans doute inventés. C'est la guerre de guérilla. Donc c'est le rapport, on en parlait à l'instant, du faible au fort. C'est la réponse asymétrique, comme on le dit, par des moyens non conventionnels à une guerre qui reste malgré tout très conventionnelle et qui réussit, comme on le voit depuis 5 semaines, à tenir en échec l'une des premières armées du monde. Donc, ce que je veux dire par là, évidemment, c'est que la Chine est en phase d'observation. Elle réfléchit sans doute à 2 fois, notamment par rapport à une éventuelle intervention sur et contre Taïwan. Alors peut-être qu'un jour nous saurons si nous avons accès aux archives, mais il y a fort à parier que si Poutine avait réussi à mettre à genoux l'Ukraine en 3 jours, Xi Jinping aurait ouvert un second front à la hauteur de Taïwan. Bon. Quelque part, les Ukrainiens se sacrifient pour les Taïwanais. Et donc, en tout cas, pour le moment, nous sommes en suspens. Et les Chinois attendent et regardent. Ils regardent parce que tout n'est pas joué. Pour le moment, tout est possible, je dirais, le meilleur comme le pire. Déjà, on peut constater que, contrairement à ce que disent bien des Occidentaux, les condamnations de cette guerre menée par la Russie contre l'Ukraine ne sont pas majoritaires. Hein. Le 2 mars dernier, vous avez au moins 2 très grands États qui représentent à eux seuls, par leur masse démographique, pratiquement la moitié du monde. C'est l'Inde et la Chine qui se sont abstenus au Conseil de sécurité à l'ONU et au vote de l'ONU. Ils se sont abstenus et n'ont pas condamné précisément cette intervention militaire contre un État souverain. Donc c'est assez intéressant et ça nous renvoie par ailleurs à un fait historique d'importance, surtout concernant l'Inde, savoir que l'Inde a une relation aussi particulière avec la Russie et en amont avec l'Union soviétique. Et on ferait bien justement de méditer sur l'état même de cette relation quand les Européens, et la France notamment, et les États-Unis, misent sur le partenaire indien pour le développement de leur projet concurrent au projet chinois des nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire le projet Indo-Pacifique. Prudence. Et puis, par ailleurs, la Chine sait pouvoir compter sur au moins 2 grandes instances internationales qu'elle a co-créées aux côtés de la Russie, mais aussi de l'Inde, paradoxalement. Ce sont les BRICS, bien sûr, à partir de 2004. C'est aussi beaucoup plus importante encore d'un point de vue de la diplomatie multilatérale, l'Organisation de coopération de Shanghai, créée en 2001 et qui regroupe en son sein l'équivalent de 45% de la population mondiale. Donc, tous ces partenaires et acteurs attendent. Et puis, je dirais que déjà, au bout de 5 semaines de guerre, on peut voir que cet événement profite déjà à certains acteurs, notamment à l'Iran, qui, d'une manière assez extraordinaire,
voit l'opportunité, évidemment, de négocier quasiment, non pas en position de force, mais avec des avantages tout à fait évidents dans ces tractations sur le nucléaire iranien, précisément. Et puis, ne pas oublier que l'Iran est extrêmement prudent, justement, dans le choix même de ses décisions, quand on sait qu'au mois de mars de l'année dernière, en pleine Covid-19, Téhéran et Pékin ont signé un accord commercial de 400 milliards de dollars, assorti d'une coopération militaire. Donc vous avez un pays qui, par là même, a redécouvert sa nature profonde asiatique et s'est rapproché donc de la Chine. Et cela est si vrai qu'au mois de septembre dernier, l'Iran a intégré l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc là, on a un événement assez intéressant. Et dans le même temps, vous avez des États également membres de l'Organisation de coopération de Shanghai qui ont clairement pris leur distance vis-à-vis de Moscou. Je pense au Kazakhstan, je pense à l'Ouzbékistan également. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Bon. Bref, pour nous résumer, la Chine est en phase d'observation et elle l'est d'autant plus que le Parti communiste chinois va être confronté à des échéances extrêmement importantes. C'est là où, évidemment, la dimension politique intérieure doit être prise en compte. Quelle est-elle? C'est tout d'abord le 20e congrès du Parti communiste chinois qui sera organisé au mois d'octobre de cette année. Or, on le sait, dans l'histoire du communisme mondial, les 20e congrès n'ont jamais été de bon augure. Bon. Et puis la conjoncture en Chine est très mauvaise sur le plan économique. La Covid a fait des dégâts tout à fait considérables. Tous les feux sont au rouge et c'est lié aussi aux sanctions américaines. Bien en amont, dès la mandature évidemment de Donald Trump. Donc il y a un ralentissement critique du développement de l'économie chinoise. Et donc, évidemment, Xi Jinping est très largement lié à cet état conjoncturel. Et puis, plus directement lié à la crise ukrainienne, ne pas oublier que l'Ukraine est l'un des grands greniers à céréales et que la Chine est confrontée à un problème de sécurité alimentaire d'une manière générale. La Chine et bien d'autres, on le sait, c'est-à-dire que cette crise est en train de tirer vers le haut les prix des céréales. Et on le sait aussi, et il faut le rappeler, que les printemps arabes en 2011 sont en partie liés précisément à cette augmentation substantielle du prix des céréales en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Donc la conjoncture en Chine, encore une fois, est très mauvaise. La conjoncture mondiale dont elle dépend l'est aussi. Ne pas oublier non plus qu'alors que l'Europe déconfine, la Chine reconfine de surcroît. Donc il y a aussi cet autre problème lié évidemment à la pandémie dont elle est, ne l'oublions pas, à l'origine. Ce que craint sans doute Xi Jinping par ailleurs, c'est une contagion idéologique. Et je conclus ou presque. Et d'ailleurs, depuis ces dernières 24 heures, on apprend par voie de presse chinoise que toutes les universités chinoises vont devoir organiser auprès de leurs étudiants des sessions pour expliquer la nature de cette guerre menée par la Russie en Ukraine. Et évidemment, on en fait l'apologie de la Russie. Cela paraît tout à fait évident. Bref, pour conclure et résumer les choses, cette guerre peut être à la fois une opportunité pour la Chine vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire donc exploiter à terme la Russie comme puissance minière, comme puissance pétrolière, mais en même temps, il y a un risque tout à fait considérable, c'est-à-dire que la Russie est une puissance fragile, on le sait, et on le voit bien, encore une fois, par rapport à la guerre en Ukraine, y compris sur le plan économique. Ne jamais oublier que le PIB de la Russie, c'est l'équivalent du PIB de l'Espagne. Le plus grand État continent du monde est un État failli. Donc, on le voit bien d'ailleurs depuis la mandature de Xi Jinping et le lancement en 2013 du projet des nouvelles routes de la soie, la Chine n'a pas investi un kopek en Russie.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc une difficulté à se projeter dans l'avenir par rapport à ce partenariat précisément avec la Russie. Et en tout cas, ce que je vois d'ores et déjà, c'est que nous assistons véritablement à un repli à la fois de la Russie et de la Chine, et peut-être à la renaissance d'une logique de bloc, c'est-à-dire à un retour véritable à une forme de guerre froide. Et peut-être qu'avec le recul, nous dirons que l'année 2024 aura été véritablement le commencement du XXIe siècle. Merci. Merci, c'est vrai que ça fait partie des 2022. jeux. Oui, ça fait partie des jeux des historiens, d'essayer de trouver le bon moment pour le démarrage ou la fin d'un siècle. Et merci donc pour ce tour d'horizon qui ne portait pas seulement sur la Chine, mais aussi sur des pays voisins, et d'avoir montré comment la Chine, je dirais, comme souvent, est assez attentiste, et de rappeler aussi les échéances très importantes qui attendent ce pays à la fin de l'année. Cécile Dubernay, avec vous, on revient, je dirais, après avoir été peut-être dans les enjeux géopolitiques, on revient avec vous aussi sur le terrain, sur l'action, je dirais, des citoyens, sur l'action des individus en Ukraine, en France. Et voilà, je vous cède la parole pour essayer d'analyser un petit peu quelles sont les possibilités d'ores et déjà de travailler à la paix dans ce contexte de guerre où nous sommes. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Et puis merci à mes collègues pour leurs perspectives, parce que c'est vraiment essentiel. Parce que, comme ils l'ont souligné, la guerre nous a un peu sidérés. Et d'ailleurs, c'était son objet. C'était de nous choquer par son ampleur, par sa brutalité, et nous tétaniser, finalement, au point de ne plus ni pouvoir vraiment penser, ni pouvoir agir. Et moi, j'ai beaucoup entendu le terme d'impuissance ces dernières semaines, et ce dont je vais essayer de vous parler, c'est en fait de notre pouvoir d'agir dans ce contexte qui est effectivement très difficile et très... Oui, pas facile, mais je pense que la clé pour moi, et je reviendrai dessus à plusieurs reprises, c'est qu'il va nous falloir allier, en tant qu'Européens, beaucoup de discernement et beaucoup de discipline aussi, des choses sur lesquelles on n'est peut-être pas forcément si bon. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On est face à un régime qui sème la terreur et qui le fait délibérément. Nous avons réagi avec les outils que nous connaissons, c'est-à-dire du soutien militaire, des sanctions économiques, et puis, un peu plus nouveau, la bataille cyber et de l'information, même si ma collègue a bien rappelé que ça n'a rien forcément de nouveau. Et nous savons néanmoins que cette contre-violence, elle est incroyablement coûteuse. Elle engendre déjà des risques d'escalade qu'on n'est pas sûr de contrôler, et in fine, elle permettra au mieux d'établir un nouveau status quo en Europe, hyper militarisé, dans une Europe fondamentalement abîmée, mais pas de paix. Alors, pour nous, c'est une vraie défaite, fondamentalement. Et c'est au creux de cette défaite que je pense qu'il nous faut repenser très vite nos stratégies pour espérer forger des chemins de paix. Et nous avons des outils. Outre le militaire, qui est nécessaire malheureusement à ce stade, mais nous avons des outils non militaires, nous avons des stratégies non violentes qui existent, qui ont fait leurs preuves au cours des années. Nous avons bien sûr, c'est connu, la diplomatie qui travaille sur tout ce qui est stabilité et droit international. Nous avons aussi l'engagement humanitaire et plus largement la solidarité internationale qui travaille sur les droits humains. Et nous avons, c'est un peu moins connu, toutes les traditions de lutte non violente qui travaillent, elles, ont beaucoup travaillé au XXe siècle sur l'avancée vers des régimes plus démocratiques et moins violents. Et je pense que chacun de ces trois champs d'action, finalement, est puissant en lui-même, et que si on les combinait, et je rêve peut-être un peu, on pourrait réouvrir en tout cas des possibles. Alors, deux précisions avant de les aborder. Une stratégie non violente, pour moi, c'est une stratégie qui cherche à mettre en cohérence les moyens et la fin. Et en ce sens, elle préfigure un peu des futurs moins violents. Alors ça, c'est très compliqué à faire.
Et il faut savoir aussi que les stratégies non violentes sont contraignantes sur les acteurs politiques et donc très souvent engendrent des représailles, engendrent de la violence. Ce n'est pas pour rien que Vladimir Poutine a fait passer une loi qui condamne de 15 ans de réclusion toute personne qui s'opposerait à la guerre, à sa politique. Mais paradoxalement, c'est un signe de la nervosité du régime. Deuxième point important pour moi, il n'y a pas d'outil non violent en soi. Des sanctions trop dures, une manifestation haineuse, un événement diplomatique excluant, un langage aussi violent, c'est en fait violent. Et par contraste, je peux considérer que la bunkérisation des villes et villages ukrainiens ces dernières semaines, que le brouillage des ondes aussi de l'armée russe, ou alors que lorsque l'armée ukrainienne a fait sauter de nombreux ponts pour empêcher les blindés de rentrer trop dans l'Ukraine, tout ça, ce sont des stratégies de défense particulièrement importantes et de défense civile importantes. Donc il faut vraiment contextualiser et discerner en non-violence. Alors vous me direz, après ce qu'on a entendu, comment est-ce qu'on discerne dans un paysage aussi brouillé? Est-ce que la vérité déjà n'est pas la première victime de la guerre? Ok, c'est vrai. Et en même temps, on peut dire que la victime est aussi la première vérité d'une guerre. Et pour moi, le discernement, il doit commencer au plus près des victimes, au plus près des personnes qui sont dans le feu. Il faut les observer et il faut surtout écouter ce que nous disent les Ukrainiens. Et alors là, ils ont beaucoup parlé, les Ukrainiens, ils ont beaucoup produit. Stand by Ukraine, stand with Ukraine. Levez-vous, soutenez-nous, ne nous lâchez pas, suspendez tout geste qui directement ou indirectement va soutenir cette agression contre l'Ukraine, qui n'est pas simplement une agression contre l'Ukraine, nous disent-ils, qui est une agression contre l'Europe, qui est une agression contre l'état de droit, contre la liberté, etc. Alors, ok, qu'est-ce que ça veut dire que de suspendre le geste? Alors, dans le champ diplomatique, si on le prend, ça veut dire stopper net toute coopération, excepté le lien fondamental de négociation qui reste toujours ouvert, même au pire moment, pour limiter l'escalade, pour chercher les trêves. Alors, c'est en cours actuellement, et le show diplomatique que l'on voit, que ce soit les conférences de Zelensky, les rencontres téléphoniques avec Poutine, ou actuellement ce qui se passe en Turquie, c'est en fait qu'une partie émergée d'un iceberg extrêmement complexe, d'une toile diplomatique qui recouvre tout le monde et qui agite toutes les chancelleries, y compris effectivement une diplomatie religieuse assez intéressante. Il y a des choses qui ont été soulignées sur des appels qui arrivent de partout vers le patriarche Cyril. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le pape a une position aussi intermédiaire, très discrète, je crois, qui est assez intéressante. Néanmoins, le problème, c'est que tant qu'on est dans une guerre de mouvement, trouver un accord est très ardu parce que les belligérants continuent de se positionner et de se repositionner sur le terrain pour mieux peser dans les négociations. La négociation en général, la diplomatie a besoin de temps, elle a besoin aussi d'un peu de discrétion pour trouver des voies qui vont préserver un peu la dignité des protagonistes. Elle est patiente, elle est prudente, elle surveille son langage. La diplomatie, et certains devraient l'apprendre. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Bénédicte Chéron, c'est-à-dire que quel est notre rôle, nous, citoyens, par rapport à ça? C'est peut-être un petit peu quand même d'accepter de ne pas tout savoir, d'accepter de nous préparer au compromis à venir, de garder la tête froide face aux rodomontades des différents belligérants. Et en même temps, parce qu'on est dans un monde mondialisé, à notre échelle, nous pouvons aussi amplifier cette idée de suspension de la coopération avec tout ce qui, dans nos réseaux, et pas simplement les Russes, ou pas simplement en Russie, tout ce qui, dans nos réseaux, soutient, justifie ou minimise cette agression. Et, parce que finalement, la mondialisation a multiplié les points d'interaction, les points de croisement, et nous avons donc à la fois la possibilité et la responsabilité de questionner poliment mais fermement nos fédérations sportives, nos partis politiques, nos églises, nos institutions scientifiques, nos employeurs, sur leur posture et leurs liens. Et d'être très clair sur le fait que nous voulons décrocher de l'influence très très pernicieuse du système poutinien et des réseaux qui soutiennent des approches extrêmement non démocratiques en Europe.
Et même le silence peut être complice, parce que Poutine espère bien que dans 6 mois, finalement, tout sera plus ou moins oublié. Il espère une rentrée dans un ordre de la normalité. Et c'est ce qui s'est passé après l'Ukraine. Donc c'est ce qu'il espérait quelque part, choquer et ensuite qu'on oublie les choses. Nous, notre travail, c'est de ne pas couper le lien, mais de le suspendre aussi longtemps que nécessaire. Deuxième point, protéger l'humain. Alors dans l'engagement d'humanité, on a les professionnels et on a les citoyens, et on travaille assez bien finalement en complémentarité. Aujourd'hui, on voit que la Russie établit des camps de triage aux portes d'une Mariupol absolument dévastée. Et pour tous ceux qui ont vu, un peu comme moi, Srebrenica de près, ça fait très très froid dans le dos. En droit humanitaire, un occupant a des devoirs envers la population. Et il est absolument crucial à ce stade, et je pense que certains s'y emploient, mais c'est très difficile, de faire en sorte que les acteurs professionnels de l'humanitaire, le CICR en premier, le HCR, l'OSCE qui connaît bien la zone, puissent avoir accès aux zones, puissent assister, évacuer et documenter effectivement ce qui se passe sur ces zones. C'est particulièrement, vraiment, là pour le coup, c'est vraiment très urgent. Et c'est très intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez vu les images qui sont ressorties sur d'éventuels abus de prisonniers de guerre russes par des troupes ukrainiennes hier soir. Et vous voyez tout de suite la réaction de Zelensky, qui a tout de suite dit il y aura des sanctions, il y aura une enquête d'abord pour vérifier les faits. Alors il y a tout le monde qui regarde les images de près. Et il y aura des sanctions et il faut respecter le droit, etc. Donc on a deux positions qui sont très très différentes. Mais je pense que pour nous, qui ne sommes pas sur le front même, il y a aussi un intérêt stratégique à respecter le droit des prisonniers de guerre russes, parce que finalement, ils sont des acteurs du premier plan dans cette guerre, et leur témoignage va porter loin dans les campagnes, dans les familles russes. Alors derrière cette première ligne de front, accueillir les victimes, prendre soin d'elles, c'est le travail des civils. Et c'est un peu une étincelle d'humanité dans le désastre. En Ukraine, on a un quart de la population qui a fui. Et dont la plupart des gens sont accueillis actuellement dans l'ouest de l'Ukraine par les Ukrainiens eux-mêmes, et puis à l'étranger proche, en Pologne notamment. Ici, c'est intéressant parce que l'idée d'accueil prend une dimension politique assez remarquable. Depuis 20 ans, on le sait, l'Europe est paralysée de façon assez pathétique sur la question des réfugiés. Elle est divisée, elle est incapable de s'accorder sur une politique au minimum respectueuse du droit international. Et avec l'aide de son allié biélorusse, ça fait plus d'1 an d'ailleurs que Vladimir Poutine appuie sur cette blessure, sur cette histoire de réfugiés. D'ailleurs, les Turcs ont fait pareil un petit peu avant. Et la réaction des Est européens en particulier a complètement détonné dans cette crise. C'était une réponse très forte, très digne, et une réponse qui contredit dans les faits la propagande d'une Europe anti-slave, égoïste. La question, c'est est-ce que nous allons savoir durer dans cette crise qui n'est pas temporaire ? Non seulement l'Europe doit être finalement très solidaire des premières lignes et de l'étranger proche, mais peut-être qu'au-delà de ça même, il faut penser l'accueil des exilés russes qui sont en train de partir par la Finlande ou par la Géorgie, et peut-être aussi celui des populations syriennes que nous avons indignement laissé pourrir dans des camps grecs et à qui finalement nous devons un énorme mea culpa, parce que ces gens-là sont des survivants des bombardements d'Alep, Assad, Poutine, à bien des égards. Et que peut-être ils ont aussi des choses à nous apprendre, et que peut-être s'ils veulent reconstruire l'Europe avec nous, il y a un espace pour des gens qui sont jeunes et qui le souhaitent. La diplomatie, l'engagement militaire, je voudrais explorer le dernier point, le dernier pilier du travail non violent, dont on entend parfois parler par bribes, la lutte non violente. Alors la lutte, c'est plus grand que la guerre, et quelque part, nous sommes dedans pour défendre un peu nos démocraties. Alors je sais qu'elles semblent un peu dérisoires, ces manifestations dans les villes occupées, les appels au boycott, les occupations de maisons d'oligarques, les messages délivrés en masse, parfois dans les boîtes aux lettres de Moscou. Et pourtant, je crois que ces initiatives, elles remplissent des fonctions essentielles, même en temps de guerre. D'abord, elles maintiennent la dignité des personnes qui luttent. Et c'est important, la dignité, même si on ne peut pas forcément faire grand-chose. Ensuite, elles affaiblissent l'adversaire et elles préparent aussi un futur. La lutte non violente, on a vu, elle se joue d'abord à l'intérieur. La résistance militaire ukrainienne, c'est une leçon de courage. La résistance civile l'est tout autant.
Dans des villes occupées, on a une partie de la population et des administrations qui refusent de coopérer, des gens qui manifestent, qui passent des informations à l'ouest, et ça c'est au péril de leur vie. Hein. Ces gens prennent des risques absolument incroyables. Et en faisant ça, ils dénient à l'armée russe toute légitimité politique et la possibilité de redéployer des forces aussi de proche en proche, alors qu'ils gagnent du territoire. Et c'est une façon aussi d'appuyer sur les problèmes de logistique et de maintenance dont on a découvert que l'armée russe avait. La rétention d'informations, le travail aussi ralenti, le travail saboté, le boycott social. C'est un combat qui est assez extrême. Hein. L'occupant actuellement renforce son contrôle, confisque bien sûr tout ce qui est portable. Il y a des portables qui sont démontés et remontés. Il essaye d'isoler, il essaye d'éliminer toute forme de leadership local, journalistes, entrepreneurs. On a des familles qui se disent prises en otage maintenant, c'est à voir et à vérifier. Et puis, il y a cette inquiétude sur des transferts automatiques de gens vers la Russie. On a vu en Biélorussie, on n'entend pas beaucoup parler de la Biélorussie, mais il y a aussi beaucoup d'activités, alors notamment des jeunes. Hein. Les jeunes et le cyber, ça marche bien. Nous, on est un peu dépassés par la situation. Mais beaucoup de réponses cyber. Et aussi, beaucoup plus classique, ça nous rappellera quelque chose, des salariés des chemins de fer. Qui ont apparemment joué un rôle dans l'approvisionnement des lignes allongées de l'armée russe. Et là, dernier point, on pense qu'il y a aussi une forme de démobilisation et sabotage un petit peu interne des conscrits russes qui ne souhaitent pas forcément se battre, qui n'en ont pas forcément la volonté. Alors, ici, on touche une question centrale en stratégie non violente, hein, c'est la démobilisation des forces adverses, c'est la désertion, c'est la fuite des Russes aussi. Mais c'est en fait très très difficile de savoir ce qui se passe vraiment et quel est l'impact vraiment de cela. On épie un peu les Russes, rien ne semble bouger. Peut-être ce qu'on est néanmoins face à une espèce de retrait, une fuite intérieure, hein, je pense, de beaucoup de Russes qui se détachent des politiques. Alors nous, citoyens européens, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Moi, je dirais, nous pourrions en premier lieu soutenir massivement nos médias les plus sérieux. Il y a plus de 2000 correspondants étrangers qui prennent des risques en Russie. Alors je dirais, mais achetez le journal et travaillez avec de l'écrit, un peu moins d'images et plus d'écrit, plus d'accent, parce que ça nous aide finalement à prendre plus de recul. Il y a beaucoup de journalistes, de journalistes qui travaillent aujourd'hui en réseau et en coalition et qui essayent d'aider des collègues en Russie ou autour de la Russie. Alors achetez aussi différents journaux et faites-le régulièrement. Peut-être que je parle à une génération qui connaît ça, mais je parle aussi à des plus jeunes. Il faut vraiment éviter de relayer des informations gratuites dont on n'est pas sûr et discerner. C'est aussi pour nous, à l'intérieur de l'Europe, une réponse extrêmement efficace à toutes les tentatives de propagande qui sont déjà en Europe. Alors, on va vers l'extérieur de plus en plus. Les sanctions. Quelques mots sur les sanctions. Elles sont décidées par nos États. Elles sont volontairement ciblées et graduelles. Elles ont été fortes. Tu l'as rappelé. Les Ukrainiens nous demandent que ça aille plus loin, très très clairement. Alors je dirais peut-être qu'avant que ça aille plus loin, il faut déjà que ce soit systématiquement appliqué. C'est un gros problème, hein, des sanctions à moitié appliquées ou des sanctions courtes n'ont que peu d'impact. Mais je dirais que là, nous devons aussi soulever le problème de la transparence du système financier international. Effectivement, ça semble relativement facile pour les oligarques d'avoir anticipé une partie de ces sanctions. Et l'argent de ces personnes, l'argent de Wagner, l'argent de la corruption ne doit pas pouvoir se recycler, que ce soit côté russe ou même plus loin, parce que là, nos sanctions financières ou autres servent en fait très peu. Donc, tout est lié, diraient certains, mais on a aussi des liens très toxiques qu'il faut arriver à délier. Alors, il y a les sanctions prises par l'État et puis il y a les sanctions générées de façon parfois assez spontanée, parfois assez chaotique par les citoyens. Et je parle là des appels au boycott qu'on a vus pas mal ces dernières semaines. Et j'étais assez étonnée de l'efficacité de certains de ces appels. Je pense en particulier à McDonald's et Coca-Cola,
qui, après avoir annoncé qu'ils restaient en Russie, en 48 heures, ils se sont retournés. Alors, entre la réalité de l'annonce et la réalité des faits, il y a certainement un décalage, et il y a des organisations citoyennes qui se mettent en place pour surveiller, suivre effectivement ce qui est annoncé. Mais on a vu aussi, alors Renault qui se pose beaucoup de questions, Total qui essaye de naviguer de façon incertaine, Decathlon hier soir qui a annoncé aussi quelque chose. Donc là, il y a un enjeu de discernement, mais un enjeu de pouvoir citoyen collectif. Et pour finir, je dirais, si nos politiques hésitent tant sur les sanctions, c'est à cause de nous. Hein. Et finalement, il n'y a que nous qui pouvons prendre la responsabilité de dépasser notre individualisme, de collaborer de façon accélérée, de sacrifier notre confort pour nos valeurs et de basculer dans une sobriété énergétique un peu radicale en quelques mois et tenir cela. Vladimir Poutine pense que nous ne pouvons pas. Il l'a dit, hein, il est très clair qu'il pense que notre dépendance est notre faiblesse. Et à mon sens, il n'y a que les faits qui peuvent le démentir. Est-ce qu'on est capable de relever le défi d'une campagne de transformation de nos modes de vie rapides, une qui va donner toute sa place non seulement aux Ukrainiens, mais aux Syriens, aux Afghans, aux opposants russes, une qui peut construire ou reconstruire une Europe assez résiliente, assez innovative et attractive. Une Europe qui ne menace pas, parce qu'on ne sera jamais forcément très, très menaçant, mais l'Europe dont finalement les Ukrainiens rêvent et dont les dictateurs ont quand même un peu peur. Alors les Ukrainiens, pour finir, nous donnent une leçon de 3 choses, je trouve, une leçon de courage, une leçon d'unité et une leçon d'espérance. Et la balle est un peu dans notre camp aussi. Est-ce qu'on aura le courage de la sobriété radicale, de renoncer au matériel, de partager ou protéger l'essentiel? Est-ce qu'on saura rester unis dans notre diversité en Europe et disciplinés, discernants? Voilà, je pense que l'espérance en Europe, elle est à ce prix. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, on va rebondir sur votre propos. Et je vais solliciter les différents intervenants, notamment sur cette main tendue ou cette façon que vous avez de nous interpeller un petit peu, nous tous, l'opinion française, finalement, sur la façon dont on peut absorber, encaisser finalement le choc, les différents chocs que répercute sur nous cette guerre. Avant de vous céder la parole, Emmanuel Linco, je vais me tourner vers l'assistance. On arrive aussi au moment où vous pouvez poser des questions, donc n'hésitez pas à lever la main, le bras, pour prendre la parole et poser vos questions. On a à peu près une demi-heure devant nous, sachant qu'il y a aussi un certain nombre de questions qui sont arrivées de la part de tous ceux qui nous suivent à distance, et j'en ferai la liste dans quelques instants. Mais voilà, donc Emmanuel Linco, vous souhaitiez rebondir sur lorsque a été évoqué finalement le rôle de l'opinion française, des Français. Oui. Mais je partage tout à fait ce que dit Cécile, et je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence, et je réagis à chaud par rapport à des informations auxquelles on a tous eu accès, notamment l'interdiction prononcée par l'université de Milan d'étudier Dostoïevski. Vous voyez, je trouve ça complètement aberrant. L'interdiction également faite à des musiciens russes de se produire dans des salles françaises. C'est absolument aberrant. Historiquement, et je suis très reconnaissant aux doyens de l'Institut Saint-Serge d'être des nôtres, historiquement, on le sait, c'est en s'organisant et en créant des contre-pouvoirs, comme ce fut le cas avec l'Institut Saint-Serge qui a été, rappelons-le, dans l'entre-deux-guerres, le lieu de la dissidence spirituelle russe face au marxisme soviétique. C'est-à-dire que Berdaïev et bien d'autres théologiens se sont exprimés depuis Paris parce que la France, justement, leur donnait quelques moyens, justement, pour s'exprimer. C'est avec cette tradition-là qu'il faut renouer, évidemment, et certainement pas dans la vindicte facile, l'émotion facile de la condamnation gratuite.
Il faut préparer l'avenir. Et ça veut dire, en tant qu'enseignant-chercheur aussi, nous préparer à l'après-Poutine, naturellement, et à l'après-Xi Jinping. C'est fondamental. Il faut considérer que même si la Russie et la Chine se ferment, la Russie et la Chine resteront toujours là. Les hommes passent, les institutions passent, les régimes passent, mais les pays restent. Et il faut tenir compte de cette réalité et s'y préparer aussi. Merci. Michel Stavrou, est-ce que vous voulez rebondir là aussi sur quelle attitude pouvons-nous avoir vis-à-vis de ce conflit ? D'abord, je voudrais remercier Emmanuel Linco pour ce rappel et effectivement souligner qu'il est clair que l'Institut Saint-Serge a toujours été extrêmement vigilant et présent par rapport à ce qui se vivait à l'époque soviétique pour essayer, autant que faire se peut, d'aider le peuple russe et plus globalement les peuples de l'URSS à vivre dans un régime totalement clôturé. Et puis, d'autre part, donc, la question qui se pose à nous ici, en particulier chrétiens, parce qu'on est à l'Institut catholique, on n'est pas n'importe où, comment est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à cette résistance spirituelle que Cécile Dubernet a bien mis en évidence ? Il me semble que des soirées comme celle-là sont un bon exemple. Et je crois aussi qu'il est important qu'on en réfléchisse au sein de nos différents espaces, espaces paroissiaux, espaces religieux, espaces d'éducation chrétienne, éventuellement donc instituts, parce qu'il y a une réponse chrétienne particulière qui me semble peut-être différente du sentiment du citoyen qui lui résonne d'abord de manière individuelle ou par rapport, je dirais, à des visées ou des présupposés d'ordre politique. Et là, ce qui me paraît le plus immédiat, c'est quand même le scandale par rapport à ces faits de cruauté et d'inhumanité dans la manière de mener cette guerre. Ça a été rappelé, c'est la manière dont le régime russe a déjà agi en Géorgie et puis en Syrie par des bombardements sur les populations civiles pour terroriser. Ça continue. Et c'est ça, me semble-t-il, qui est le plus scandaleux dans la manière de livrer une guerre. En général, une guerre, ça se fait entre des armées et il y a des morts. C'est triste et sinistre, mais c'est comme ça depuis l'aube de l'humanité. Et là, le paradoxe, c'est qu'on a une humanité qui soi-disant, se modernise, progresse, etc. Et les guerres sont de plus en plus atroces. En tout cas, celle qui est menée par M. Poutine, qui se targue d'être chrétien orthodoxe et qui va régulièrement à l'église et qui se déplace régulièrement avec le patriarche de Moscou, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale par rapport au christianisme et en particulier par rapport à la foi orthodoxe. Et c'est là que nous avons une responsabilité. Donc, il y a un certain nombre de personnes que je remercie, d'intellectuels orthodoxes qui prennent la parole publiquement, c'est bien. Et on doit continuer dans ce sens-là. Il n'y a pas que les orthodoxes, les autres aussi. Surtout les autres même, je dirais, dans un pays à majorité catholique et protestant. Merci. Bénédicte Chéron, sur, là aussi, de notre part, comment faire face ? Quel type de résilience on peut mettre en avant ? Je crois que Cécile Dubernet a déjà beaucoup répondu, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on a les études sur la paix sont un peu sorties du champ ces dernières années, parce qu'il y a effectivement ce retour des États-puissances, des empires qui nous a refocalisés sur des rapports de force politiques. C'est bien qu'elles reviennent. Et je crois aussi qu'en fait, pour bien faire la paix, c'est important aussi de bien comprendre ce qu'est la guerre. Et on peut aussi se poser la question de notre propre désapprentissage collectif, de ce qu'est la guerre, de ce que constituent d'abord ces rapports de force politiques qui s'expriment par la violence,
et ce que constituent ces bulles de violence qui découlent de ce recours à la force armée par des personnes qui ont un projet politique. On sait que la résilience des sociétés, on est loin de ce terrain de guerre malgré tout. On ne le vit pas. Enfin, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça aussi parce qu'on a été estomaqués, mais nous sommes malgré tout dans une situation assez confortable pour observer cette guerre. Mais c'est intéressant de se demander effectivement ce que nous sommes prêts à encaisser. Et il y a des travaux qui sont menés depuis quelques années maintenant dans le champ des études stratégiques. Donc des gens qui travaillent sur la guerre, sur la résilience. C'est un mot qui est à la fois très, très creux, très piégeux, je pense, et en même temps qui peut être l'occasion d'une réflexion de fond sur cette capacité à absorber des chocs collectivement et à s'en relever et à les absorber avec discernement, précisément, en comprenant ce qui se passe et ce qui nous arrive. Et ce que montrent ces travaux sur la résilience, surtout menés en fait en Grande-Bretagne, notamment après les attentats de 2004, Londres, c'était 2004 ou 2005, j'ai un doute avec Madrid, 2004, pour se poser la question des réponses non sécuritaires à la menace terroriste et de la manière dont la population peut supporter le terrorisme, dont on sait qu'il agit essentiellement par ses effets psychologiques. Et ce que montraient ces travaux, c'est que contrairement à ce qu'on pense, les populations face à des imprévus ne réagissent pas d'abord par la panique, mais en fait réagissent dans une rationalité qu'il est possible de décortiquer et d'expliquer. Et qu'en fait, les sociétés qui tiennent face au choc sont des sociétés qui ont une claire conscience des risques et des menaces, de la différence entre un risque, c'est-à-dire quelque chose qui surgit sans qu'on ait vraiment prise sur lui, par exemple une catastrophe naturelle, un virus, ce qui est une menace, et une menace d'ordre politique, qui nous fait entrer dans des rapports de force politique. Et donc il y a aussi une éducation à cette différenciation entre les risques et les menaces. Il y a une éducation à faire sur effectivement la manière dont les rapports de force politique peuvent déboucher sur la violence, sur la manière dont on peut éviter que des rapports de force politique ne débouchent sur la violence. Et c'est vrai qu'on est ces dernières années dans des enchaînements successifs de ce qu'on appelle crise, parce que tout est crise maintenant quand c'est un imprévu. Il y a eu aussi cette tendance à noyer, à mélanger ce qui est de l'ordre effectivement du risque qui survient et qui se concrétise, un virus, et puis ce qui est de l'ordre de la guerre. On nous a beaucoup dit il y a 2 ans que nous étions en guerre. Hélas, dans des conditions un peu tragiques, on se rend compte qu'on n'était pas vraiment en guerre, qu'on était dans un autre type de crise, mais que les moyens d'action ne sont pas les mêmes. Et qu'en fait, quand on est dans une guerre, quand on entre dans un rapport de force politique, eh bien, il y a des conséquences qu'on maîtrise en fait assez moins bien que face à un virus, parce qu'il y a un interlocuteur face à nous qui lui aussi a des intérêts à défendre, etc. Bref, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'était pour développer un peu sur cette question de la paix. Pour bien faire la paix, je crois que c'est important de bien connaître la guerre et qu'on a besoin de ces 2 pieds pour avancer, de ces 2 piliers de la compréhension de la situation. Merci beaucoup. Alors on se tourne vers la salle. Je vais juste peut-être faire pour saluer la participation des personnes qui sont à distance, faire un petit relevé des différentes questions qui sont soulevées par les internautes et ensuite peut-être que vous pourrez vous saisir de l'une ou de l'autre et peut-être je prendrai ensuite votre question. Donc un premier groupe de questions, c'est comment, c'est finalement par rapport à la propagande russe, comment faire pour y échapper, y résister. Une deuxième question qui est autour de la Chine, donc c'est une relance finalement par rapport à l'intervention d'Emmanuel Lincourt sur est-ce que la Chine n'est pas en fait le premier ennemi de la Russie à long terme. On a un participant qui essaye de semer le doute par rapport à l'honnêteté de cette table ronde, donc il pose des questions qui sont assez biaisées et notamment il dénonce le parti pris des participants de la table ronde, donc on peut imaginer de quel côté il se situe. Il y a aussi donc une question il y a des questions lorsque tout à l'heure on a parlé de l'Inde et de la Chine qui se sont abstenus par rapport à la condamnation de la Russie. Donc des pays africains aussi se sont abstenus. Est-ce qu'il peut y avoir des précisions sur les raisons ? La question, est-ce que cette guerre était prévisible ? Est-ce qu'elle était évitable ?
Et également donc une question sur alors il y a un intervenant, enfin un internaute aussi qui est très visiblement qui pense que l'enjeu agricole est très important dans la relation notamment entre la France et l'Ukraine. En gros, la France et l'Ukraine seraient deux pays rivaux en termes de production de céréales. Et donc, ce serait une des clés d'explication sur la position française. Et puis enfin, une dernière question sur le boycott, de boycotter Auchan à cause de son implication en Russie. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution, sachant que Auchan est un distributeur qui permet aux Russes de s'approvisionner. Monsieur, je prends votre question. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame, monsieur. Alors, peut-être juste attendre le micro qui arrive. Voilà, c'est madame avec le gilet rouge. Ah oui, je préférais. Oui, d'accord. Il faut peut-être le mettre tout près de la bouche, parfois c'est... Non ? Ah. C'est habituel. C'est un classique. Je relayerai votre question si besoin. L'Église orthodoxe en France, oui. La nouvelle cathédrale russe. D'accord. Ce sont des gens qui sont informés, puisqu'ils ont accès aux médias français, la télévision, donc ils ne sont pas, je dirais, aveuglés par le discours de propagande russe. D'accord. Quelle est l'attitude de l'Église orthodoxe russe en France? Très bien. Merci. Monsieur, le micro est juste derrière vous. Merci. On va voir. Oui, à propos de l'attitude de la Chine, je pense à ce que j'ai entendu dans une série de cours de Madame Cheng. Le problème de la Chine actuelle est d'éviter de retomber dans toutes sortes de secousses, celles qui ont marqué la période maoïste. Et il semble qu'au moment de la chute du mur de Berlin, il y a eu réellement une très grande inquiétude en Chine par rapport à ce que faisait la Russie, une certaine forme d'incompréhension, ce qui a amené entre autres la répression très brutale de Tiananmen. Et donc on peut se penser que la Chine finalement aimerait bien quand même que la Russie se comporte de manière un peu moins turbulente, en quelque sorte, si on peut dire. Très bien, merci. Alors, il y a donc de nombreuses questions et je vais demander aux intervenants d'avoir des réponses très courtes. Peut-être sur le pape François, que doit faire le pape François? Qui est-ce qui veut se prononcer? Michel Stavroux ou Cécile Dubernay? Oui. Je ne vais pas me prononcer pour ce que doit faire le pape François. Ça serait bien déplacé de ma part. Par contre, je vais dire la réaction des représentants des deux juridictions du patriarcat de Moscou ici à Paris. Donc il y a le métropolite Antoine qui représente le patriarcat de Moscou et dont je dirais la cathédrale et la chapelle de l'ambassade de Russie à côté de la Seine, hein, la nouvelle chapelle russe. Là c'est silence radio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaires.
Et il y a eu un message qui a été remis d'ailleurs par les instances du CCF, qui a été remis directement, je crois, à un diacre sur place de la cathédrale russe, mais il n'y a pas eu de dialogue. Par contre, l'autre juridiction qui dépend également de Moscou et qui est celle de la rue Daru, du métropolite Jean, il a été très clair dans de multiples messages, et plus récemment d'ailleurs, lors d'une interview sur France Inter, que vous pouvez retrouver sur le site orthodoxie.com. Et il a condamné les propos, non seulement cette guerre, mais les propos tenus par son autorité, c'est-à-dire le patriarche Cyril, et il dit qu'il n'est pas d'accord et qu'il est en rupture avec cette interprétation de l'Évangile, très clairement. Et dans la même juridiction du patriarcat de Moscou, il y a des paroisses françaises, paroisses francophones, celle du métropolite Antoine, il y a une paroisse ici à Paris, dont tous les fidèles ont écrit une lettre directe adressée au patriarche Cyril en lui disant leur indignation. Voilà pour vous donner un certain nombre de réactions. Oui, sans parler des autres orthodoxes, c'est-à-dire de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France qui a évidemment dit son indignation face à cet acte de guerre. Cécile Dubernay, peut-être un mot sur le pape, enfin, alors, ouais. Oui, sachant que je ne pourrais pas dire non plus ce qu'il devrait dire, plutôt ce que je perçois, il essaye de faire, c'est effectivement de garder un canal de communication et de se poser dans une attitude pas trop condamnante et très prudente, en fait, pour être, d'une certaine manière, prêt si le besoin s'avérait. Je pense qu'il faut en diplomatie ces espaces et ces canaux qui restent ouverts. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et à un moment, il faut avoir des personnes dans le système qui peuvent avoir la confiance des deux. Je pense que c'est un peu cette position. Deuxième point, le pape a condamné très fermement, un peu comme le métropole Jean. En fait, dans une guerre, il y a beaucoup de propagande, je reviendrai dessus, mais il y a aussi des faits, il y a de la souffrance, il y a des choses qu'on ne peut pas nier. 10 millions de personnes qui quittent leur maison en courant de peur. Les photos, et c'est bien ce que tu as souligné sur la surveillance, parce que les photos aériennes nous montrent de la destruction. On peut suivre quand même les faits de façon assez précise, pas tout, il y a de la propagande, mais quand même la base des choses. Et là, il y a besoin d'une condamnation sans appel. Et ça, c'est un outil de discernement. Et si on n'est pas sûr de où aller, de ce qui est la propagande, de ce qui n'est pas la propagande, allez voir directement la source des informations. Ça, c'est une clé. Le CICR est une institution qui est très prudente dans ce qu'elle dit, qui dit d'ailleurs relativement peu, parce que justement, elle se préserve des accès au terrain de guerre. Mais vous avez l'OSCE, vous avez des acteurs on peut aujourd'hui accéder directement au rapport de ces acteurs. Et puis, il y a quand même des journalistes qui font du travail. Si vous n'êtes pas sûr, achetez plusieurs journaux et comparez dans ce sens-là. Donc je pense qu'on a les outils de discernement et qu'il faut les utiliser à plein. Et peut-être aussi ne pas aller trop vite, suspendre le geste, attendre, ne pas être sûr, ne pas transférer des choses dont on n'est pas sûr. Peut-être juste une petite précision en rebond. Hein. Les journaux ont aussi des sites Internet et c'est parfois plus simple d'aller consulter directement, et notamment si vous voulez faire un travail comparatif. Voilà, il y a vraiment ces journaux qui sont installés, qui sont déjà anciens, qui ont du coup une certaine antériorité, qui ont aussi des opinions, mais effectivement, on peut, en allant sur les sites, vérifier, comparer et se faire une opinion de cette façon-là. On prend cette question. Oui, voilà, ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est pourquoi tout d'un coup on se réveille avec cette guerre en Ukraine. Il y a le Mali, il y a eu la Syrie, il y a eu la Crimée, il y a eu l'Arménie, il y a eu la Tchétchénie bien avant. Et par ailleurs, nous aussi, occidentaux, on n'est pas exempts de toute guerre avec l'Irak et la Libye, notamment. Et voilà, pourquoi tout d'un coup, comment est-ce que ça se fait que je ne sais pas, pourquoi tout d'un coup ça nous interpelle à ce point et pourquoi on a laissé faire tout le reste jusqu'à maintenant. Enfin, heureusement qu'on se réveille, mais moi, ça me... Voilà.
Ça renvoie un Ça peu à ce que disait Bénédicte Chéron, je pense, sur le poids, enfin ce déversement d'images aussi. Hein. Il y a de très nombreuses guerres dont on n'entend pas parler parce qu'il n'y a pas d'images, ou très très peu. Hein. En Afrique aujourd'hui, il y a encore des zones de conflit. Oui, alors je réponds très rapidement à 3 questions qui ont été posées. Faut-il boycotter Auchan? Attention. Alors en fait, c'est un procès adressé à la mondialisation, et pourquoi pas. Et il y a déjà plus de 2 ans, au moment de la Covid-19, vous vous en souvenez, un certain nombre de chefs d'État, dont Emmanuel Macron, en appelaient au découplage industriel, c'est-à-dire le rapatriement de nos secteurs d'activité qui étaient jusqu'alors en Chine, mais on peut citer également le cas de la Russie, parce que nous étions évidemment trop vulnérables. Bon. Ça ne va pas se faire en un jour, ça c'est clair, mais la Covid-19 et ensuite la guerre en Ukraine, manifestement, vont accélérer cette tendance. L'autre chose aussi, à mon avis, qu'il faut dire, c'est que malheureusement et cyniquement, on le voit d'ailleurs avec le nombre d'avions qui ont été réquisitionnés dans les aéroports russes et d'origine étrangère, tous les biens étrangers vont être de toute façon nationalisés. Donc il faut aussi tenir compte évidemment de ce paramètre. Deuxième question concernant cette éventualité d'une Chine devenue ennemie de la Russie. Ça a déjà été le cas en 1960 lors du schisme sino-soviétique. Et donc ces relations n'ont pas toujours été au beau fixe, hein, évidemment. Et ce qui prévaut avant tout, surtout par rapport à la réalité même des régimes politiques de la Russie et de la Chine, c'est la réelle politique. Donc il y a fort à parier effectivement qu'il y aura des remous, des prises de distance très certainement. Et en tout cas, chose que l'on sait, c'est que depuis déjà près de 10 ans, Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui avait œuvré dans le sens d'un rapprochement États-Unis-Chine contre l'Union soviétique dans le contexte de la guerre froide, a depuis 10 ans prôné un rapprochement désormais avec la Russie contre la Chine. C'est ce que l'on appelle le Nixon in reverse, hein, c'est-à-dire en référence à Richard Nixon, mais dans l'autre sens. Bon. Donc, évidemment, à suivre de ce point de vue-là. Et troisième remarque que vous faisiez par rapport aux arguments d'An Chang, que je connais bien, c'est que, oui, l'année 1989, dans les relations sino-russes, précisément, est une année très importante, mais avec, je nuancerai justement le propos, en rappelant que ce sont les Chinois qui se sont d'abord révoltés avant les Européens et avant la chute du mur de Berlin. Tiananmen commence avant la chute du mur de Berlin, c'est important. En revanche, une chose est certaine, c'est que Xi Jinping ne veut certainement pas être le Gorbatchev chinois. Ça, c'est tout à fait évident. Et il partage en cela une idée avec Vladimir Poutine, c'est celle de tous les anti-modernes. C'est-à-dire qu'on est contre le legs de l'Europe des Lumières, on est contre l'émancipation des hommes, et on est ardemment attaché au développement de révolutions conservatrices. Donc, de ce point de vue-là, ils sont tout à fait sur la même longueur d'onde. Merci. Alors, je constate que nos amis qui sont à distance n'ont pas entendu les questions qui étaient posées par la salle, donc je vous les communique, mais très rapidement. Donc, il y avait une question sur que doit faire le pape François. Il y avait une question sur la cathédrale russe qui est à Paris. Quelle position a-t-elle prise ? Une question sur pourquoi une prise de conscience sur la guerre aujourd'hui seulement, alors qu'il y a tellement d'autres conflits qui existent. Il y avait donc aussi une question sur la Chine. Voilà, si je peux répondre un mot, oui. Pourquoi on se réveille maintenant ? Je crains malheureusement que ce soit par égoïsme national, parce que M. Poutine a brandi la menace nucléaire. Et ça, immédiatement, ça nous a un peu réveillés. Nous sommes en Europe et nous avons un État dangereux et qui peut utiliser l'arme nucléaire. Et je pense que ça nous a réveillés. Et corrélé à cette question, l'autre question, pourquoi n'avons-nous rien fait plus tôt ? En effet, court l'idée que
depuis le 24 février, il y a une guerre, et avant, tout allait bien. C'est totalement faux. Une guerre était déjà en cours en Ukraine, dont personne ne parlait depuis 2014. La guerre au Donbass, qui a fait plus de 10 000 morts et au moins 1 500 000 déplacés, à travers le pays notamment. Et donc ça, c'est terrible, parce que là, je crois qu'il faut quand même avouer une incompétence de nos chancelleries occidentales, un désintérêt, parce que c'était un petit conflit qui était laissé de côté, comme ceux qu'a laissé M. Poutine en Géorgie, comme la Transnistrie, encore un petit abcès en Moldavie. Donc des choses non réglées et qui peuvent ressortir un beau matin, exploser. Parce que justement, le problème, c'est que l'État ukrainien n'a pas su, à tort ou à raison, là je ne vais pas plaider pour l'État ukrainien, n'a pas su gérer l'aspiration d'autonomie de ceux qu'on appelle les pro-russes. Je ne sais pas si tous les pro-russes du Donbass sont pour l'annexion du Donbass au sein de la Fédération de Russie, je n'en suis pas sûr. En tout cas, ils ont des aspirations respectables à avoir, comme ceux de la Crimée, l'écrasante majorité des Criméens. On peut après contester, bien sûr, ce qui a été fait par Poutine est totalement, bien entendu. Mais nous savons que l'écrasante majorité des Criméens sont russes de culture et donc pour eux, ça ne posait aucun problème, bien entendu, d'entrer dans la Fédération de Russie. La méthode, évidemment, est totalement condamnable. Mais je reviens aux aspirations légitimes d'une partie des populations ukrainiennes de l'Est. L'État ukrainien n'en a pas tenu compte, au contraire, il a poursuivi son offensive. Il y a de véritables tranchées comme lors de la Première Guerre mondiale, donc qui ceinturent tout le Donbass. Alors, je ne justifie absolument pas la guerre de Poutine, mais je dis qu'on a laissé une guerre. On l'a totalement oubliée et ça nous est retombé dessus. Et si je peux rajouter juste sur ce même point, la question c'est voilà pourquoi on se réveille, mais aussi comment on se réveille. Parce que si c'est pour bloquer le gaz de Vladimir Poutine et se réfugier dans les bras de l'Arabie Saoudite, qui est en train de bombarder le Yémen avec nos armes, on n'aura pas appris grand-chose de la situation. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail profond. Et je pense que c'est franchement à nous, citoyens, de faire passer ces messages. Je sais qu'en France, c'est très compliqué d'avoir un contrôle, d'avoir un regard sur ce qui se passe au niveau des armements et des ventes d'armes. En Allemagne, c'est un peu mieux. Mais il y a vraiment un travail de notre part pour dire aussi, voilà, quelles sont les orientations qu'on est prêt ou pas à accepter. Merci donc Bénédicte Chéron. Le mot de la fin? Alors le mot de une dernière réponse et le mot de la fin. Pour réagir sur cette idée qu'on se réveille et que d'un coup on voit des choses qu'on aurait dû voir avant. Je suis toujours un peu en indélicatesse avec cette manière de parler des choses parce qu'il y a des journalistes qui couvrent la guerre au Donbass depuis 2014 et qui l'ont fait. Simplement, il faut, je crois, et c'est aussi une manière de répondre aux questions sur la propagande, etc., il y a une vraie éducation aux médias à faire. Elle est souvent faite, mais il y a aussi une éducation à faire pour comprendre les logiques médiatiques. Une guerre qui court et qui est, à tort ou à raison, mais considérée comme une guerre périphérique, parce que de fait, ce qui se passe au Donbass n'est pas apparu pendant plusieurs années comme quelque chose de central, engageant de manière déterminante des populations européennes, des moyens militaires, etc., est considéré comme une guerre périphérique, exactement comme le Yémen est considéré comme une guerre périphérique, entraîne une médiatisation à bas bruit, et qui n'est pas du tout celle qui se met en place quand il y a une puissance nucléaire qui engage une guerre. Et en fait, ces échelles de traitement médiatique, elles sont un peu inévitables, c'est-à-dire qu'on peut les regretter. On pourrait tous souhaiter que les articles que La Croix et d'autres ont fait pendant des années sur la guerre du Donbass aient eu un écho quotidien dans les journaux télévisés, ce qui, on sait, est le moment où il y a un seuil médiatique qui est passé dans la perception par le grand public de ce qui est en train de se passer quelque part dans le monde. Mais en fait, y a des logiques médiatiques qu'il faut comprendre aussi pour les prendre en compte dans la manière dont on s'éduque soi-même et dont on évite aussi du coup de dire en fait on nous ment sur ce qui se passe actuellement en Ukraine parce qu'on nous a caché ce qui se passait avant et en fait avec une espèce de jugement sur une intentionnalité qui aurait existé dans cette manière dont fonctionne le traitement médiatique. Il y a plein de reproches à faire aux médias, mais le traitement médiatique de la guerre au Donbass, il a existé. Mais il a existé comme on traite médiatiquement, effectivement, ce qu'on appelle, à tort ou à raison, une guerre périphérique.
Merci, merci beaucoup pour les intervenants. Merci à l'assistance et à tous ceux qui nous ont suivis de loin. Et merci donc à l'Institut catholique de Paris d'avoir organisé cette soirée débat.